Mes chers amis compatriotes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis Nico, fondateur du Jésuitisme. Alors sans plus tarder, nous allons enchaîner la partie 1 du thème l'humanité. Alors mes chers amis, je vais être sincère et direct avec vous. L'homme est de loin l'être le plus ingrat du monde. Pour ceux qui ont parcouru le monde, qui ont voyagé et effleuré chaque recoin de la terre, et qui se sont réfugiés dans la nature, pourraient le certifier. L'homme est ingrat. On peut lui trouver énormément de défauts, mais celui qui se reflète le plus, c'est son égoïsme. Je n'en dirai pas davantage, alors le conseil que je vais vous offrir, c'est prenez un instant d'intimité, puis remémorez-vous toutes les fois où vous avez éprouvé un sentiment d'envieux, d'envie, de convoitise à l'égard de votre prochain. Généralement, quand on se plonge dans nos souvenirs, au bout de 3 personnes, on coupe court à notre imagination, dû à ce sentiment de malaise, de honte et de gêne. C'est de l'autodéfense, une sorte de pulsion qui se déclenche dans ces moments-là. C'est causé par notre conscience, car chacun de nous s'est forgé un caractère par rapport au vécu. Nous avons tous ce moment de solitude où nous nous projetons dans notre imagination, après avoir éprouvé un sentiment, une émotion, positive ou négative. Et dans cette petite histoire, nous sommes l'acteur principal et nous agissons en tant qu'omnipotence. Cette imagination aura pour conséquence et but d'apporter de la consolation, de l'encouragement, mais aussi, comme je l'ai dit, ça aura des conséquences dans notre état d'esprit, étant donné que ce qui a déclenché cette succession d'images, c'est un sentiment ou une émotion. Or, les sentiments se reflètent par notre état d'esprit. Quand on a de l'affection, on a souvent tendance à perdre le contrôle et à prendre de mauvaises décisions, ce qui affecte notre avenir. Dès lorsqu'on est affecté émotionnellement, on devient égoïste. On est prêt à mettre un trait dès lorsqu'on se trouve trahi, sans pour autant chercher à comprendre la raison, et on oublie à ce moment-là ce qu'est l'humanité, et que nous faisons tous ces erreurs, car nous sommes humains. Mes chers amis compatriotes, comme je l'ai dit dans les thèmes précédents, l'homme a été créé à partir d'un organisme multicellulaire qui s'est divisé, puis on procréé des genres homo. Là où j'aimerais tout de même préciser un point avec vous, encore une fois, c'est dans la constitution de cet organisme et qui va s'accoupler avec un phénomène organique qui servira d'ovule, de réceptacle. Tout d'abord, cet organisme a été assemblé à partir de cellules en premier temps et d'éléments naturels organiques, chimiques, etc. Il y a des milliards d'années qu'une semence est apparue. Elle provient d'un astre ayant été habité par des formes de vie et êtres vivants. Je pense que vous avez une petite idée. D'ailleurs, on peut avoir la satisfaction lorsqu'on analyse les éléments qui la composent. Cette semence va s'installer sur Terre en même temps que les minéraux via les pluies de météorites. Donc, comme vous le savez déjà, ces météorites vont chuter un peu partout sur Terre. De cette semence, on va en sortir une substance, puis cette substance va s'assembler au fur et à mesure, et de cette substance va se former en quelque sorte une forme de vie, qui va évoluer en plusieurs étapes, mais aussi elle va se diviser par scissiparité. On retrouve encore là ce concept d'expansibilité de la création. Elle va s'installer sur Terre après que celle-ci ait achevé sa formation. Ensuite, ces substances devenues organismes vont se développer à partir du lieu environnemental dans lequel ils s'y trouvaient. C'est d'ailleurs ce qui va influencer leur apparence en ce qui concerne l'homme et le singe. Déjà, prenons compte que tous les animaux, ou plutôt tous les spécimens, ne sont pas issus de la même époque. Par exemple, le mammouth et l'éléphant ont pas mal de points communs, déjà par le physique, et pourtant ils n'ont pas forcément vécu dans le même environnement. Parce que comme je ne cesse de le dire, ils ont été procréés à partir d'organismes multicellulaires contenant à un chiffre près, voire plus les mêmes données, mais qui se sont développés dans des environnements différents, et aussi dans des époques différentes. Par exemple, l'un s'est développé assez rapidement, tandis que l'autre plus lentement, et ainsi de suite. Et ces mêmes organismes multicellulaires proviennent d'un organisme commun. Ils proviennent tous d'organismes en commun. Ou plutôt dirais-je d'un organisme en commun. Ce que je veux souligner est que bien que l'éléphant ressemble au mammouth, ils n'ont pas de parents en commun. Seulement, ils proviennent d'une même substance, d'un même organisme multicellulaire en commun, qui s'est divisé par un phénomène que l'on retrouve chez les cellules, bactéries, etc. Et qui consiste à diviser des êtres unicellulaires tout en gardant les mêmes infos, donc données. Nous parlerons prochainement de scissiparité. Avant, j'aimerais ajouter qu'en général, les cellules nerveuses ne se divisent pas, sauf dans des circonstances bien particulières. On en reviendra. Donc, comme je disais, chers amis, ces organismes vont s'assembler et former de plus complexes. On dénombre plus de 4 races humaines, si bien sûr vous m'autorisez à parler ainsi. Oui, effectivement, les singes sont inclus parmi ces races humaines. Mais je pars du principe que je développe mes recherches à partir d'une idée déjà exploitée dans la science occidentale. Si vous voulez, pour moi, nous n'avons rien en commun avec le singe. Et donc, un singe
reste un animal. Là où pour les Occidentaux, c'est une race humanoïde. Chez l'homme, il y a deux facteurs à prendre en compte dans son identité. Je reprends l'exemple de la précédente vidéo. Je dirais que l'homme a des capacités physiques et mentales appropriées pour en faire un outil de domination, contrairement au singe. Nos facultés mentales sont la preuve que nous avons évolué à partir d'organismes bien plus complexes que celui du singe. Nous pouvons nous adapter à n'importe quel environnement naturel, contrairement au singe. De plus, si on remarque bien, notre force, on la puise dans notre parcours individuel. Notre civilisation, on la préserve pour la raison que nous migrons dans des environnements qui nous semblent appropriés et pour les moyens de survie. Nous pouvons reconstituer l'histoire à l'aide de l'archéologie. C'est pourquoi il nous est possible, théoriquement, de simuler l'exode de l'humanité. Cet exode est aussi inscrit à travers nos traits physiques, ou dirais-je plutôt nos traits ethniques. Et pourtant, ça n'est pas le cas avec les singes du monde entier. On connaît leur milieu, habitacle naturel, mais impossible de retracer leur parcours migratoire. De plus, nous ne retrouvons pas, par exemple, de chimpanzés à chaque coin de la Terre, semblables en apparence physique, mais qui diffèrent quand on compare aux traits ethniques, donc les traits représentatifs, et qui pourraient expliquer leurs différences. Mais aussi, on ne trouve pas de fossiles pour certifier qu'il y a eu un flux migratoire de chimpanzés. Les seules exceptions qu'on trouve de nos jours sont dues à des déportations. Pareil pour le gorille, aucune trace archéologique d'une migration. La seule explication ou argument est que les singes ont pris vie en Afrique, puis ont jamais cessé d'y rester. Mais là encore, petit ambigu. J'ai plusieurs arguments à ce sujet. D'ailleurs, je comptais évoquer le principe du régime alimentaire, mais je me dis que nous en reparlerons en fait, si vous voulez, dans le thème, je crois que c'est la nature, ou plutôt les différents types d'hommes, je sais plus. Mais en tout cas, on en reparlera. Vous voyez comme tout a l'air tellement irréaliste. On vous dit que le singe et l'homme ont des origines qui se sont différées à un moment de l'histoire, et ils ne savent pas pourquoi, comment, ni quand. En revanche, on nous explique que chacun a évolué différemment. Déjà à première vue, les singes sont couverts de fourrure, chose qui n'est pas le cas pour nous. Vous entendrez souvent des gens dire qu'à l'origine, chaque mammifère est couvert de fourrure, hein, mais seulement l'évolution en a fait autrement, à cause d'un défaut lié au caractère héréditaire. Donc là encore, c'est ambigu. On ne sait pas si c'est dû à une mutation ou à un handicap ou défaut. Même les scientifiques se contredisent à ce sujet. Que ce soit le chimpanzé ou le gorille, ils ont une fourrure pour les protéger du climat, et c'est pareil pour les femelles, alors que chez l'homme et la femme, les aspects sont différents du singe. Ensuite, il y a aussi une autre différence entre l'homme et le singe, et qu'on retrouve dans la reproduction. Chez l'homme, l'évolution de l'espèce se fait par le biais du métissage. Plus on réduit le patrimoine génétique, plus on a de grandes chances d'avoir une progéniture en bonne santé, et qui comporte des avantages héréditaires. Alors, je m'éloigne un peu du sujet, mais là où je veux en venir, c'est que si on prend deux personnes d'origine différente, par exemple de peau noire, et où le ou la partenaire de peau blanche, leurs enfants seront métissés. Or que chez le chimpanzé, on y retrouve deux sortes de singes, l'une à peau bronzée et l'autre à peau pâle. Et pourtant, le résultat de l'accouplement de ces deux-là n'engendre pas de progéniture à la peau métissée. C'est soit l'un, soit l'autre. Chez l'homme, donc, les gènes définissent le mélange des pigments. C'est différent chez l'animal. En parlant d'anatomie, venons-en à l'un des caractères anatomiques qui se distinguent le plus. Ce sont les pieds. Les leurs sont plus souples et adaptés pour grimper et se pencher aux arbres. Ils ont en plus un pouce opposable aux pieds, contrairement à nous. Ça les permet de se divertir aux arbres. Ajoutant à cela, attendez, tout d'abord, je vous mets en garde contre la propagande historiquement mensongère qui consiste à nous faire croire que 8% d'hommes sur toute une population, ou voire toutes les populations, auraient hérité d'un des caractères héréditaires, dont plus particulièrement les pieds. Donc ce petit pourcentage d'hommes aurait les pieds assez souples pour grimper aux arbres. Donc là c'est pas beaucoup. C'est hilarant quand même. Mais bon. Bon, je vous rassure, ça n'a pas été vérifié, mais c'est juste une théorie faite à partir de calculs, d'hypothèses et de deux malheureux rats de laboratoire. Mais c'est faux, hein, c'est strictement faux. Vous entendrez dire que si l'homme a les pieds plats, c'est parce qu'il s'est adapté à marcher dans la nature, chose que les chimpanzés font de temps à autre. Hein, bon. Et puis parmi nous, nous avons de pauvres personnes dispensées de membres supérieurs, des bras, et qui sont amenées à utiliser uniquement les pieds pour la routine du quotidien. Elles sont capables de rédiger des lettres,
et des lettres, sans pour autant bénéficier d'une quelconque mutation par rapport aux jambes. D'autres nous diront que c'est génétique, ou encore que nos différences ont été marquées sur de longues périodes, et bien sûr, quand on compare le singe à l'homme, toutes ses facultés, qu'il est possible de faire, qu'il n'est pas possible aussi chez l'homme. Je sais que d'autres me diront que oui, que c'est génétique, que ça a été marqué dû justement à ces longues périodes d'évolution et tout ça. Non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Et justement, ces différences ont été prescrites depuis que nous étions encore que organismes. J'en ai à dire à ce sujet, mais nous en reparlerons dans les thèmes appropriés, les différents types d'hommes et l'évolution. Bon, chers amis, je vais terminer par ça. Nous avons été crus d'argile, c'est-à-dire que la composition de notre squelette est faite d'argile. Par-dessus, les organes, muscles, puis la peau. Un simple tissu pour protéger le tout des éléments externes. La peau est un organe constitué de 3 couches, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. La couleur de la peau illustre chez l'individu une grande partie de son identité. Ça reflète, si vous voulez, l'environnement dans lequel a évolué sa lignée ancestrale. Pour moi, et à titre personnel, et en prenant compte de la constitution de la peau, je dirais que les premiers hommes étaient de peau cocasse, virant rougeâtre. Enfin bref, on va s'arrêter là. Je détaillerai les faits traités dans cette partie 1 dans les vidéos qui l'interpréteront, comme d'hab. Alors mes chers amis compatriotes, rendez-vous à la prochaine publication. Peace and love.